le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et certains responsables politiques. On a cité tout à l'heure Arnaud Montebourg dans la première partie de notre débat, mais on aurait pu en citer d'autres. On aurait pu citer l'UMP Alain Juppé, mais il n'y a pas eu que lui. Il y a eu également Cécile Duflot, et je vous propose tout de suite d'écouter la ministre du Logement, Cécile Duflot. Je pense qu'il faut faire en sorte de réorienter l'Europe. Il faut redonner à l'Europe un vrai projet qui soit un projet collectif. On a fondé l'Europe sur la paix et puis aussi sur la mise en commun d'un certain nombre de ressources pour bâtir un continent. Et aujourd'hui, on peut avoir le sentiment que l'Europe, c'est une forme de gendarme qui regarde de haut les pays et qui ne bâtit pas l'avenir. Anouk Schmaltz, qu'est-ce que vous répondez à Cécile Duflot qui dit que l'Europe aujourd'hui est un gendarme qui regarde de haut les pays de manière un peu hautaine et qui peut-être n'est pas suffisamment proche des peuples, de la souffrance des peuples? Mais je pense que si la Commission européenne a une fonction de surveillance des États membres, c'est parce que les États membres lui ont demandé de le faire. Et on a besoin de ça, un peu comme vous avez parfois besoin de votre partenaire. Mais est-ce qu'elle ne manque pas de flexibilité? C'est ce qu'on reproche à la Commission européenne, c'est que justement dans une période de crise qu'on n'a pas connue depuis 1929, certains disent, est-ce qu'on ne manque pas justement de flexibilité? Est-ce qu'il ne faudrait pas justement revoir ces règles? Mais on a donné de la flexibilité. On a donné 2 ans de plus à la France pour mettre en ordre ses finances publiques. Donc on a utiliser la flexibilité au maximum, et je peux vous dire que c'est pas bien vu dans les autres États membres. On a l'impression, au contraire, que la Commission, comme vous dites, dans les autres États membres, on va dire que la Commission est laxiste avec la France. Donc, oui, mais vous n'avez pas donné de flexibilité à la Grèce, vous n'avez pas donné de flexibilité à l'Italie, vous n'avez pas donné de flexibilité à l'Espagne. Mais si, on a donné de la flexibilité à ces pays. Exactement comme avec la France. Et puis, il faut arrêter de dire qu'on est seulement dans une politique d'austérité. D'abord, nous, on n'utilise jamais cette expression. On a demandé d'avoir un assainissement des finances qui soit différencié, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas tomber l'éducation, la recherche, etc., qu'on cherche plutôt des économies là où il y a des doublons, là où il y a des dépenses inutiles. Et ensuite, que ce soit propice à la croissance. On a mis sur la table une stratégie de croissance. Et les États membres doivent la mettre en œuvre. Ce n'est pas la Commission elle-même qui va faire des réformes dans les États membres. Ce sont les États membres qui doivent faire les réformes. Alors, c'est vrai quand même que les États membres se sont auto-imposés une politique d'austérité quand même. Quand on dit la Commission, c'est juste l'application de ce que les États membres suite à de nombreux conseils de la dernière chance, rappelez-vous, des sommets innombrables, interminables d'ailleurs, en ce qui me concerne. À la suite de ça, donc, une véritable stratégie pour rassurer les marchés ont été mis en œuvre. Ce qu'on peut reprocher davantage, par contre, à l'exécutif européen, réellement, c'est un manque de créativité sur... Par ailleurs, comment juguler les effets négatifs de la crise, la chute des emplois, etc. Et puis peut-être aussi le fait de, quand les fonds structurels ont été débloqués dans les budgets, ne pas anticiper sur ces fonds structurels, c'est-à-dire ne pas les mettre vite à disposition des pays qui en ont le plus besoin, parce que ça devenait très compliqué, par exemple avec la Grèce, de donner les fonds structurels à laquelle la Grèce avait tout à fait droit, mais simplement elle avait la difficulté elle-même à financer l'autre partie de tous ces fonds structurels. Donc très très vite, on aurait dû mettre par exemple, il y a des procédures d'urgence pour les crises humanitaires. Eh bien, on aurait dû considérer que c'était une situation d'urgence, aller au sauvetage de l'emploi, et probablement on aurait dû essayer, c'est ce qu'on reproche maintenant essentiellement à la Commission, dans le grand plan donc pour l'emploi qui est en chantier. Mais ce que vous ne dites pas, Caroline, c'est qu'on en revient toujours au débat sur austérité et croissance. Vous nous parlez de croissance, la croissance c'est 120 milliards, c'est une goutte d'eau quand même qui a été décidée dans le paquet qu'a voulu François Hollande. Aujourd'hui, c'est l'austérité, Laurent Pinsol, qui prime. Est-ce que l'Europe n'est pas responsable, justement, de ce qui se passe aujourd'hui? Enfin, la Commission européenne... C'est une co-responsabilité. En fait, là, pour le coup, je vais être d'accord avec vous. Je pense qu'il y a quand même une co-responsabilité à la fois des dirigeants de l'Union européenne comme M. Barroso et des dirigeants politiques. Il faut savoir quand même qu'il y a toutes les politiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui ont quand même été décidé avec l'aval de François Hollande, d'Angela Merkel. La politique budgétaire qui est menée en France aujourd'hui, c'était un objectif qui était avancé par François Hollande. En revanche, certes, il y a co-responsabilité, les dirigeants actuels sont responsables, mais tout le monde s'est trompé. C'est-à-dire que l'Union européenne s'est trompée. Aujourd'hui, c'est ce que disent le FMI, c'est ce que disent des prix Nobel d'économie comme Stiglitz ou Krugman, qui avaient prévenu quand même dès 2009 les dirigeants européens qu'ils allaient dans le mur avec les politiques qui étaient suivies.
Ça veut dire quand même qu'aujourd'hui en Europe, on a pris une mauvaise direction. Cette direction a été validée par l'Union européenne, mais aussi prise par les dirigeants actuels. Et clairement, on a fait beaucoup trop d'austérité. Comme vous le disiez, le plan de croissance décidé mi-2012, c'est ridicule. Paul Krugman, le prix Nobel d'économie, l'a qualifié de pistolet à eau contre un rhinocéros qui charge. C'est ridicule. C'est pas la Commission européenne qui a creusé les déficits. La France, depuis 30 ans, a des déficits. Le premier poste de dépense dans le budget de la France, c'est le service de sa dette. Et ça veut dire que tout cet argent-là n'est pas dépensé pour l'éducation, pour les investissements du futur et pour la recherche. C'est pas la faute de la Commission. Donc il ne faut pas accuser la Commission de choses dont elle n'est pas responsable. Maintenant un peu les déficits. Mais c'est ce qu'on a fait. On a donné 2 ans. On donne 2 ans de plus à la France. Virginie Martin, je voudrais peut-être terminer aussi sur les fonds structurels. Pour la Grèce, on a envoyé une équipe sur place, justement, pour aider l'administration grecque. Non, ce n'est pas la Troïka. Il y a la Troïka, d'une part, et puis il y a ce qu'on appelle une task force, qui est tout à fait différente, qui est sur place pour aider l'administration grecque à gérer les projets et les demandes de financement en Grèce. Le problème, il n'est pas à la Commission, ce n'est pas un blocage à la Commission. Au contraire, mais pour l'instant, il y a plus de 20% aujourd'hui de taux de chômage. La Grèce. Virginie Martin, il y a aujourd'hui plus de 20% de taux de chômage en Grèce, 25% en Espagne, je crois, dans toute la zone euro, c'est plus de 11%. Et certains disent qu'aujourd'hui, c'est le résultat de ces politiques d'austérité qui fait que ces gens qui aujourd'hui sont au chômage, eh bien, se tournent vers les extrémistes, se tournent vers le Front National, se tournent vers les partis souverainistes, vers l'extrême gauche. Est-ce qu'il n'y a pas là une responsabilité, justement, à force d'imposer justement ces cures d'austérité, même si Anne Houtman n'est pas d'accord avec ça, en tout cas d'imposer ces règles que les 27 ont signées, mais qui aujourd'hui peut-être augmentent le chômage et poussent justement vers les votes protestataires? Les votes protestataires et notamment le vote frontiste, d'abord il a un sacré boulevard dans les élections européennes de l'année prochaine, puisque ce sont des élections qui lui correspondent assez bien sur le mode de scrutin, etc. Donc, si vous voulez, bien entendu, le Front National bénéficie énormément de ces crispations, de ces problématiques, mais au chômage, à la crise, à ces problématiques économiques, viennent aussi se rajouter, et ça il ne faut surtout pas l'omettre, ce que moi j'appelle le trouble civilisationnel européen, d'accord ? C'est-à-dire, on a décidé que l'Occident était en danger, on a décidé qu'il fallait absolument réagir par européanisme, d'accord ? Avec un bouc émissaire tout indiqué, évidemment, qui est l'image fantasmée de l'immigré musulman et j'en passe. Donc on voit bien, si vous voulez, qu'aujourd'hui, que ce soit en Norvège, en Belgique, dans plein de pays, en Italie du Nord, il y a beaucoup d'extrémisme de droite et d'extrême droite, excusez-moi, qui se font jour et qui effectivement séduisent. Parce que forcément, il y a le croisement, si vous voulez. Oui, mais séduisent, Virginie Martin, aussi des ouvriers. Par exemple, aujourd'hui, l'électorat ouvrier, qui était un électorat plutôt socialiste. Non, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Oui, mais là, il est parti encore plus. Là, il y a de plus en plus. Là, il y a une fuite en avant. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas, là encore, une responsabilité? Je vous repose la question de l'Europe. Mais c'est-à-dire, c'est pas la question de la responsabilité de l'Europe. C'est de la politique européenne. C'est pas forcément ça, la question. La question, c'est que nous n'arrivons pas, nous, Européens, Français, Allemands, etc., à rentrer complètement dans le marché très dur qui s'est durci de la mondialisation. Nous sommes aujourd'hui dans un monde à plat où nous sommes en concurrence frontale avec à peu près le monde entier. D'accord ? Donc c'est très difficile. Bien sûr que la compétition est compliquée. Alors maintenant, l'Union européenne n'a pas tous les mots. Les gouvernements français ne sont pas non plus tous fautifs. La compétition s'est durcie. Les 30 Glorieuses, c'est fini depuis longtemps. Et la Chine aujourd'hui frappe à nos portes, le Brésil, les BRICS et j'en passe. Donc forcément que c'est très difficile. Bien entendu, je trouve que l'Union européenne et la France sont pas toujours très bien préparées, mais parce que nous avons du mal à rentrer dans ce que j'appelle donc juste le 21e siècle, dans lequel il faudrait rentrer. Mais si vous voulez, c'est pas forcément l'Union européenne qui est la cause de tout, c'est le système qui s'est mondialisé, qui est complexe, dans lequel la vieille Europe essaye de résister comme elle peut, elle s'en sort plutôt mal, à la fois sur les questions économiques et sur les questions culturelles. Le monde, il n'est à plat que dans cette Europe. Il faut savoir que, par exemple, quand les pneus chinois arrive dans les pays occidentaux, Barack Obama prend des mesures et ferme le marché états-unien aux pneus chinois.
En Europe, la Commission, vous avez laissé rentrer les pneus chinois. On Ils a ont pris taxé 12%. les panneaux solaires. On a taxé les Mais panneaux oui, mais solaires. c'était trop tard. Les panneaux solaires, l'Europe avait 50% Allez, restons de sur part les de pneus marché. chinois. Juste, je finis sur les pneus et puis après sur les panneaux solaires. Sur les pneus chinois, 12% des pneus vendus en Europe aujourd'hui sont chinois. Et après, on s'étonne qu'on ait la fermeture de l'usine Goodyear ou de l'usine Continental. C'est directement lié. Sur les panneaux solaires, très bon exemple. Les panneaux solaires, en 2005, l'Europe avait 50% de part de marché au niveau mondial. Le Japon, 50%. Les Chinois se sont dit, c'est un secteur d'avenir, on va pousser notre production et on va écraser toute la concurrence. Certes, l'Europe agit aujourd'hui, mais c'est trop tard. La Chine, aujourd'hui, a plus de 80% de part de marché. Il n'y a plus que 7% de part de marché pour les producteurs européens. On était à 50 il y a 8 ans. C'est l'Europe qui est responsable là-dessus. Ce qu'on a fait aussi souvent dans les années précédentes, c'est de dire on va faire une sorte de division internationale du travail. On va laisser à la Chine le grenier, le textile, toutes les choses, toutes les basses manœuvres du travail finalement, et puis nous, l'intelligentsia industrielle, du luxe, de l'industrie, etc., nous allons garder la plus-value, les hautes technologies, etc. Mais aujourd'hui, ces gens-là nous ont rattrapés à la vitesse de la lumière, et aujourd'hui, il y a de l'industrie high-tech en Chine, il y a de l'industrie high-tech en Inde, etc. D'accord ? Non, mais cette division internationale du travail, elle nous a bien arrangé à un moment donné. Alors, tout le on monde a dit, n'était vous pas prenez pour. ça et nous, on garde ça. Nous, on l'a C'était jamais facile. défendu. Mais je vous dis pas Nous, on l'a vous, je dis jamais la défendu. France Mais est-ce que je peux particulièrement, rappeler- et l'Europe en général. Mais est-ce que je peux Anne-Marie. rappeler que la balance commerciale de l'Europe avec le reste du monde est positive? L'Europe Aussi, exporte, l'Europe est Évidemment, gagnante. on est en dépression. Mais non, Une balance commerciale, c'est cette le solde balance des commerciale, importations et des elle est exportations. positive depuis longtemps. On consomme plus. L'Europe est le plus grand exportateur du La monde. consommation et a baissé de marchandises et 30% en biens. Grèce. Deuxièmement, bien évidemment. L'euro a comment augmenté. Anouk Mansell, peut-être. Deuxièmement, comment expliquez-vous qu'en Europe, il y a des pays qui s'en sortent bien? La faute, c'est pas à l'Europe, la faute, c'est aux pays qui n'ont pas fait leurs réformes, qui n'ont pas Voilà. suffisamment investi Et dans là, la je vais recherche. prendre l'exemple L'Autriche de s'en sort bien. l'Allemagne s'en sort l'Allemagne bien s'en sort aussi, bien. s'en La sort Suède- pas mal. La Suède a fait des réformes douloureuses et elle s'en sort bien. Alors justement, moi, Laurent Passol, je voudrais que vous réagisiez sur ce que vient de dire Anouk Mann. Parce que c'est vrai qu'on pointe du doigt et certains critiquent, Arnaud Montebourg vient de le faire en disant il y en a assez de cette Europe de l'austérité, on nous impose ces règles, etc. Jean-Marc Ayrault d'ailleurs a répondu aujourd'hui aussi. Il est un peu allé quand même dans le sens d'Arnaud Montebourg. On va l'écouter d'ailleurs si vous voulez bien, le Premier ministre qui dit d'ailleurs nous ne sommes pas les bénis oui-oui de l'Europe. Et ensuite on parlera des réformes structurelles. On écoute Jean-Marc Ayrault. Nous qui gouvernons avec François Hollande, nous croyons à l'Europe, mais nous ne sommes pas des bénis oui-oui de l'Europe. Il faut faire repartir l'Europe dans le bon sens. Et c'est ça que nous avons à faire. La France doit défendre ses convictions avec respect de ses partenaires, mais fermement et clairement, c'est ce qu'elle fera. Anouk Mann, le message est clair, on n'est pas les bénis oui-oui de l'Europe. Laurent Passol, justement, Anouk Mann le disait, il disait ça se passe mal dans certains pays, mais ça se passe bien dans d'autres, en l'occurrence en Allemagne, dans les pays aussi du Nord. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas, l'Autriche, est-ce qu'on ne devrait pas dire merci à la Commission européenne, peut-être, à l'Europe, de nous remettre justement dans le droit chemin, parce qu'on sait qu'on a besoin de réformes, notamment la réforme des retraites, on sait que les déficits publics filent, on parle aujourd'hui de 80 milliards d'euros, c'est ce que disait aujourd'hui Gilles Carrez, alors il y a toute une polémique autour de ce chiffres concernant les déficits. Est-ce qu'on ne va pas devoir passer par une réduction des dépenses publiques et faire de vraies réformes structurelles et dire peut-être, au final, peut-être que dans 10 ans, on dira merci à la Commission européenne de nous avoir remis dans le droit chemin? Alors, 2 points. Premier point, la situation en Allemagne n'est pas si bonne. Alors certes, il y a des gros excédents commerciaux, mais les excédents commerciaux, c'est pas forcément du pouvoir d'achat pour la bien population. avoir leur taux de chômage, Mais leur il croissance. faut savoir. Alors le taux de chômage, 0,1%. avec des mini-jobs qui sont payés à 3 € l'heure, c'est quelque chose quand même, c'est un bon progrès ici, social. Vous avez des gens qui On est à sont 1 euro. complètement exclus Sur du le monde du pouvoir travail, d'achat, sous prétexte qu'en France, pouvoir- on a ou des Le CDI taux de chômage, ou il on y n'a a des rien. débats sur les économies, sur le vrai taux de chômage en Allemagne. Je connais ça Il y en a très qui bien disent que aussi, c'est à il n'y a pas de 15%. problème. Pour continuer, le pouvoir d'achat de la moitié de la population allemande a baissé de 20% en 10 ans. Donc si c'est ça qu'on veut pour l'Europe, si c'est l'horizon indépassable de l'Europe que vous voulez construire, moi je suis désolé, moi j'en veux pas. Et c'est le problème de toutes ces réformes structurelles, c'est que les réformes structurelles, ça consiste à quoi? Ça consiste à, sous un nom un peu compliqué, ça consiste à baisser les salaires. En réalité, les réformes structurelles, c'est on détruit le pouvoir d'achat des ménages. C'est ça la réalité. Wow. Et ça, je trouve que c'est une construction qui est Ça, extrêmement c'est un prix malsaine. Nobel d'économie qu'il a Ça, dit, j'ai encore jamais j'imagine. entendu, Ben là. oui, vous pouvez lire Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Jacques Sapir, Jean-Luc Gréau. Moi, je peux vous en donner des Allez-y, dizaines des allez-y, références. Sciences Po deuxième année, troisième Je peux année. vous en donner plein. Je n'ai jamais fait Sciences Po. Mais simplement, c'est une logique je comprends délétère. mieux. Un tweet d'un internaute, l'Europe va directement à sa chute, non seulement économique, politique, mais aussi sociale. L'âge d'or de l'Europe est bien
révolu. Est-ce que l'âge d'or de l'Europe est révolu, Caroline de Camaret? Déclinisme européen, après le déclinisme qui renvoie à un certain déclinisme français. Non, la vraie question, c'est que l'Europe, pour sortir de la crise, elle a trouvé une méthode qui a un petit peu fonctionné, mais pas jusqu'au bout. Sa méthode, à partir de 2009, ça a été justement de pousser à la réduction des déficits pour échapper justement à la dette et donc au marché. Mais d'un autre côté, elle a aussi investi dans l'idée que pour rattraper, pour jouer les filets sociaux qu'on était en train de détruire justement par des cures d'austérité, eh bien, il y aurait une Commission européenne très solidaire, il y aurait une Europe très solidaire qui allait essayer de financer de l'emploi, pousser, etc. Et là où, moi, je reproche aux hommes politiques nationaux de ne pas avoir joué le jeu, c'est que cette deuxième partie n'a pas été très bien développée, ni même très bien défendue. Et chaque fois qu'on avait un problème national, eh bien, c'était la faute à Bruxelles et on repartait dans une campagne anti-bruxelloise. Virginie Martin, est-ce que l'Europe peut encore faire rêver? Parce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat. Déjà, il faudrait que le gouvernement aujourd'hui fasse rêver, il faudrait que l'Europe fasse rêver, il serait temps, bien entendu. La politique, c'est aussi des suppléments d'âme, c'est aussi l'enchantement dont parlait Weber. Et aujourd'hui, on est quand même en crise de désenchantement, c'est évident. Laurent Bassal, je ne vous demande pas si l'Europe peut encore faire rêver, parce qu'elle ne vous fait pas trop rêver, vous, l'Europe. Mais je pense qu'elle pourrait faire rêver, si, parce que l'Europe, elle a fait rêver avec Airbus, avec Ariane, avec des coopérations nationales qui ne passaient pas d'ailleurs par les institutions européennes. Et si on réorientait complètement le projet européen en passant d'une logique intégratrice, bureaucratique, uniformisatrice, à une logique de coopération à la carte, où tous les pays pourraient créer demain le panneau solaire du futur, investir dans les biotechnologies, investir dans les voitures propres. Ça permettrait de faire à nouveau rêver sur l'Europe, mais il faut un mode d'organisation complètement différent. Il ne faut plus de Commission européenne. Il faut que ce soit simplement des agences avec des projets concrets et pas simplement une volonté de pouvoir et uniformisatrice. En revanche, là où il ne faut pas être dupe quand même des propos à la fois du Premier ministre et d'Arnaud Montebourg, c'est qu'ils font aussi leur job électoraliste, si je puis me permettre. Ne l'oublions pas quand même. Puisqu'ils vont devoir faire des réformes compliquées pour leur gauche et la gauche de la gauche. Et effectivement, il faut qu'ils montrent quelques signaux un peu anti-européens pour rassurer cette gauche de la gauche. Anne Houtman, il ne faut plus de Commission européenne, a dit Laurent Passol. Oui, pas de commentaire. Pas de commentaire. Est-ce que l'Europe peut encore faire rêver en un mot? Moi, je pense que oui. Je pense que les gens qui sont à l'extérieur de l'Europe, qui n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent, qui ont des villes dans lesquelles on ne peut pas respirer, qui n'ont pas de système social, etc., ils rêvent beaucoup d'Europe. Donc, il faut peut-être se souvenir qu'on a un modèle à préserver et à moderniser. Qui rentre dans l'Union européenne au 1er juillet. Nous avons un 28e membre, donc la volonté de rentrer dans l'Union européenne est toujours là. Elle fait rêver tous les pays qui aspirent à l'élargissement. Il y en a encore de très nombreux. Pour avoir beaucoup visité les Balkans, eh bien, c'est une référence démocratique et de paix aussi, parce qu'on l'oublie aussi. On l'oublie, c'est vrai souvent que l'Europe, c'est aussi une Europe de paix. C'est ce que disait Cécile Duflot d'ailleurs tout à l'heure. C'est important. Et donc, elle fait rêver les autres. Il faut qu'elle fasse rêver, réenchanter le rêve européen pour les Européens. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Vous restez là sur le plateau. Je vais rejoindre Karim Yayaoui, qui est... voilà, on va regarder ensemble ce que nous disent les internautes sur Twitter. Il y a quelques réactions à l'affrontement à distance entre José Manuel Barroso et Arnaud Montebourg. Et si vous voulez réagir, évidemment, à ce que dit Karim, n'hésitez pas. Alors évidemment, les médias se sont beaucoup intéressés à cet affrontement à distance. Le site du Nouvel Obs, par exemple, qui recueille le point de vue de Pascal Lamy, le directeur de l'OMC, qui explique que les deux protagonistes exagèrent. Il les renvoie en quelque sorte dos à dos. Mais lorsqu'on va faire un petit tour du côté du Lab européen, on s'aperçoit qu'il est surtout critique vis-à-vis d'Arnaud Montebourg, Pascal Lamy. Il explique que c'est un réac qui ressuscite le ludisme. Le ludisme, c'est un mouvement qui a eu lieu du côté de l'Angleterre au début du 19e siècle, lorsque des ouvriers ont détruit des machines liées à l'industrie textile pour essayer de sauvegarder leurs emplois. Donc c'est passéiste, c'est réactionnaire pour Pascal Lamy, ce point de vue. Le site du Lab a même fait un petit gif animé pour nous expliquer que Montebourg et le ludisme, c'est la même chose. Et puis quelques réactions politiques, notamment à droite, celle de Benoît Apparu, qui explique que c'est plutôt Arnaud Montebourg qui provoque et qui fait que la droite monte dans les sondages. Alors c'est une posture assez classique à droite. Nicolas Dupont-Aignan, lui, invite Arnaud Montebourg finalement à aller au bout de ses convictions, le ministère ou ses convictions. Arnaud Montebourg doit choisir. C'est pas la première fois qu'on lui fait cette remarque, mais il est toujours en poste du côté du redressement productif. Et puis, sans doute la réaction qui a été le plus largement reprise par les médias, celle de Michel Barnier. Lui, il a défendu...
Il a défendu Barroso. José Manuel Barroso. Exactement. Et puis juste pour finir sur... J'en ai assez, on va le dire, voilà, j'en ai assez des hommes politiques qui disent c'est toujours la faute des autres, se défaussent et cherchent des boucs émissaires. Et puis du côté du site atlantico.fr, qui est plutôt un site marqué à droite, eh bien, on explique que pendant ce temps-là, on ne pose pas les vraies questions, notamment celle de savoir si on va s'orienter vers du souverainisme ou vers du fédéralisme, la question qui est toujours pas résolue finalement. Ouais. Et pour Laurent Passois, ce serait plutôt du souverainisme que du fédéralisme. Ce serait une ordre des nations et des projets. En France, on va parler de... Ah oui, il y avait ça aussi, qui est l'opinion qui se demande à quoi sert aussi Arnaud Montebourg. Alors c'est vrai que les médias français... C'est pas la première fois d'ailleurs. C'est pas la première fois et les médias français parlent beaucoup plus d'Arnaud Montebourg que de José Manuel Barroso. Avec cet article sur le site de l'opinion, à quoi sert Arnaud Montebourg, eh bien, d'après le journaliste qui rédige cet article, finalement, a déstabilisé le gouvernement parce qu'il nuit à la cohérence de la parole gouvernementale. Ce n'est pas forcément le point de vue de tout le monde, mais comme vous le disiez, ce n'est pas la première fois que cette question est posée. Regardez cet article du Huffington Post qui date de mai 2012. Alors là, on se demandait surtout à quoi sert le ministère du redressement productif. Et on va voir que cette question revient très régulièrement. En octobre 2012, elle est posée sur le site de la radio Europe 1 par Catherine Ney. C'est l'époque où Arnaud Montebourg s'affiche avec la marinière et le robot Moulinex. Elle évoque à ce moment-là le Montebourg Circus, énorme effet médiatique, mais pas véritablement d'effet social, économique ou politique. Et du côté, enfin, de la chaîne de télévision France Télévisions, encore une fois, cette même question, mais avec quelques éléments de réponse. On nous explique que Arnaud Montebourg n'est pas forcément toujours très efficace, mais comme le disait tout à l'heure une de nos invités, il donne des gages à la gauche de la gauche. Et ça, c'est indispensable pour François Hollande. Et cette posture médiatique est très utile. On a vu qu'Arnaud Montebourg avait eu parfois des déconvenues. On se souvient de Florange, mais ça ne l'a pas empêché de rester pour toujours occuper cet espace dont le gouvernement a besoin. Alors en France, c'est tout autre chose. On va parler de la polémique dans l'affaire Méric après l'apparition d'une vidéo. Clément Méric, on se rappelle, c'est ce militant d'extrême gauche qui a été tué. Alors cette affaire avait suscité énormément d'émotions. Ce jeune homme qui appartenait à un groupe antifasciste était mort dans des conditions un petit peu obscures. Et aujourd'hui, une vidéo, au lieu d'apporter des éléments pour éclaircir les choses, finalement, sème un petit peu plus le trouble. Du côté d'RTL, on nous explique que ça apporte des éléments décisifs, que Clément Méric, finalement, était le premier à porter les coups et que ça remet en cause toute Qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? Eh bien, justement, le problème, c'est que si on en croit le site de Libération, c'est qu'on ne voit pas grand-chose. La vidéo filme seulement à 20 cm du sol et certains journalistes se sont emballés pour expliquer que tout ça remettait en cause les premières choses qui avaient été dites. Toutefois, on s'aperçoit, grâce à cette vidéo, et c'est ce qu'explique Le Point, que Clément Méric voulait vraiment aller à l'affrontement et que ce n'est pas forcément une histoire de lynchage comme ça avait pu être évoqué dans les médias. En tout cas, une vidéo qui voulait sans doute être utilisée par certains journalistes pour essayer d'éclaircir les choses, mais pour l'instant, finalement, beaucoup d'emballement sans qu'on en sache beaucoup plus. Et on va finir avec une histoire un peu plus légère. À Grenoble, David Guetta est attendu, mais voilà qu'on s'organise contre sa venue. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Karim ? David Guetta est une star mondiale pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à la dance music. Il devait être en concert du côté de Marseille le 23 juin dernier. Le problème, c'est qu'une bonne partie des Marseillais s'est mobilisée pour que ce concert soit annulé parce qu'ils estimaient tout simplement qu'une subvention de 400 000 €, c'était beaucoup trop. Il y a eu 60 000 signatures sur une pétition en ligne. Le concert a été annulé. Et là, on s'aperçoit que du côté de Grenoble, c'est ce qu'explique ce site internet, celui du journal gratuit Metro News, eh bien, après Marseille, ça risque d'être Grenoble où le concert sera annulé. C'est un petit peu grâce, s'il est annulé, à cette association qui s'appelle Musact, une association qui milite pour une meilleure représentation de... La subvention, c'est 400 000 €. 400 000 € du côté de Marseille. Incroyable. Et on considère que David Guetta n'est pas un bon symbole parce que c'est un exilé fiscal, parce qu'il demande des sommes astronomiques et que le rapport prestation-salaire n'est pas forcément tout à fait correct, alors que du côté de Grenoble, un certain nombre de musiciens ont du mal à percer. C'est ce qui explique. Et je vois Virginie Martin acquiescer. Non, mais c'est-à-dire aussi la ville de Marseille est quand même aussi avec un taux d'endettement assez délirant, des taux de chômage très forts. Et c'est vrai que la subvention de 400 000 € contrastait terriblement avec la situation économique et sociale de la ville.
Merci à tous les quatre et à vous, parce qu'il y avait beaucoup de femmes ce soir sur le plateau et c'est assez rare. Pour une fois, on n'est pas la journée du 8 mars. Hein. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci Karim d'être venu sur le plateau. On se retrouve tous les deux demain soir, 19h10. On vous retrouve donc demain, 19h10 pour un nouveau débat. Très belle soirée, à demain.